Palerme, un homme a marqué l'histoire de la ville. Et dans la capitale sicilienne, personne n'a oublié son nom. Bien sûr que je me rappelle de qui est Buscetta. C'était un mafieux, un camorriste. Comment est-ce qu'on doit l'appeler? Tommaso Buscetta. Tommaso Buscetta. Vous savez. Le repenti. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou mort. Il s'est fait prendre. Il a été en prison. Si tu veux insulter quelqu'un, tu le traites de Buscetta. T'es un Buscetta. Ça veut dire que t'es une balance. Un repenti. Buscetta était le premier repenti de la mafia. Masino, vieni qua. Totò, vieni qua pure tu. Vai, dobbiamo esserci tutti. I picciottini pure qua. Vai, per questa bella famiglia e per questa pace che non va a finire mai. Le film s'ouvre sur une grande fête. Quelqu'un m'a dit qu'elle rappelait un peu la fête du parrain de Coppola. Dans une grande villa, Buscetta, qui vient de sortir de prison, comprend que les jeux de pouvoir dans la mafia sont en train de changer. Et il perçoit le danger d'être tué par la mafia victorieuse, celle de Rina, des Corléonais. Le film de Marco Bellocchio commence en Sicile en 1980. Cosa Nostra, à l'époque la mafia la plus dangereuse du monde, est en pleine crise interne. Deux familles se disputent le contrôle de l'organisation criminelle. Celle de Palerme, dont fait partie Tommaso Buscetta, et celle de Corleone, petite ville voisine, sous la coupe de Totò Riina. La famiglia stava lì, però lui potrebbe chiedere di stare in quell'angolo, magari tu se ti sposti, no, dove stai? Dans Le Traître, son 26e long métrage, le cinéaste italien s'inspire de l'histoire vraie de Tommaso Buscetta, alias Don Massino, un caïd de la mafia sicilienne. En pleine guerre des parrains, menacé de mort, il fuit l'Italie pour se réfugier au Brésil. Arrêté par la police brésilienne, Buscetta sera le premier criminel de son rang à briser l'omerta. Ses révélations au juge Falcone mettront Cosa Nostra à genoux. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 1971 à la prison de Palerme. C'était quelqu'un, disons, de très malin, très intelligent, un beau parleur. On le trouvait immédiatement sympathique. Buscetta, comme toutes les personnes qui entrent dans la mafia, a tué. Et c'était même un tueur redoutable.
Il était ami avec tous les plus grands mafieux. Tommaso Buscetta naît en 1928 dans un quartier pauvre de Palerme. Fils d'un artisan vitrier, il est le plus jeune d'une famille de 17 enfants. Quand il rejoint Cosa Nostra, il est encore adolescent. Ma allora la mafia che cos'è? Quando io sono entrato a far parte, che per me era una curiosità entrare a far parte, mi sono accorto che non c'era niente di tutto quello che pensavo io. Ma non si torna indietro dopo il giuramento, non si può tornare indietro. Allora, Buscetta a été un des derniers représentants de la grande ancienne mafia sicilienne. Quand on parle de l'ancienne mafia, on se réfère au fait qu'ensuite, dans les années 80, est née une nouvelle mafia. Une mafia corléonaise, une mafia féroce, qui exterminait et massacrait, qui n'avait rien à voir avec la mafia d'origine. Tommaso Buscetta a un profil atypique parmi les mafieux. Esprit libre, intarissable séducteur, divorcé 2 fois, il sévit aussi aux États-Unis et en Amérique latine, ce qui lui vaudra le surnom de boss des 2 mondes. Tommaso Buscetta était plus important dans Cosa Nostra que son rôle ne l'indiquait. Ce n'était pas un chef. C'était un soldat. Avec sa tête d'Indien, son regard vif et intelligent, il était certainement la personne qui avait le plus de charisme dans la mafia. Il n'avait pas d'équivalent. Marco Bellocchio, géant du cinéma italien, est un adepte dans ses films des drames intimes et des conflits de famille. Dans Le Traître, c'est cette fois-ci à la famille mafieuse qu'il s'intéresse. Une idée soufflée par son producteur. Je m'étais intéressé à ce sujet comme un citoyen, comme quelqu'un qui lit les journaux et regarde la télévision, mais je n'avais jamais pensé à faire un film sur la mafia. J'ai compris que le personnage pouvait m'intéresser. J'ai vu qu'il y avait un lien, une connexion avec ce qu'avait été et ce qu'est ma vie. Je ne me suis pas identifié à Buscetta, au traître. Mais pour moi, dans ma vie, la trahison a été un peu comme pour Buscetta quelque chose qui m'a fait évoluer. J'ai trahi, par exemple, l'Église catholique, mon éducation catholique, pour choisir une forme de liberté de pensée. Ça a été une trahison parce que je me confessais, je communiais, j'allais à l'église, et je n'y suis plus allé. Mais cela a été une trahison très positive. Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo, senhor. En dehors de l'actrice brésilienne Maria Fernanda Candido, qui joue la femme de Buscetta, Marco Bellocchio a privilégié un casting sicilien. Et il a confié le premier rôle à Pier Francesco Favino, l'une des plus grandes stars du cinéma italien. Fatto, adesso non mi si è accesa la sigaretta, però mettere la sigaretta in bocca, lo prendo per accendere, e quindi la vedi così. Sì, sì, si vedeva tantissimo. Si vedeva molto, no? Voglio dire, quasi per farne un'altra un po' di meno. Ah, ok. Pier Francesco Favino. Quand j'ai su que Marco allait faire un film sur Buscetta, j'ai pensé que ça allait être quelque chose d'unique. Et donc je voulais absolument le faire. En plus, je pensais pouvoir correspondre physiquement. À chaque fois qu'il s'agit de jouer le rôle d'une personne qui a réellement existé, dont les gens se souviennent, ce qui m'intéresse, c'est
Pourquoi utilisent-ils leur voix, leur corps de cette manière? Pourquoi s'habillent-ils ainsi? Que veulent-ils obtenir des autres? À quoi ça leur sert? Donc il était utile de démarrer par un processus d'imitation. No, il mento è questo qua, che però più o meno se vedi, cioè comunque è rimasto un po' quello che è il, più o meno il tuo viso, insomma quel mento qua, ho tenuto ancora il buco evidente. Andiamo a colorare quello, certo, e poi vediamo. J'ai rencontré des personnes peut-être un peu moins proches du cinéma, disons. Et j'ai commencé à me faire une idée de lui. J'ai retrouvé du matériel inédit. J'ai lu tous les actes des procès. Et petit à petit, j'ai cherché à comprendre, comme le fait un acteur, les raisons de ses choix. Le traître a nécessité de longs mois de préparation pour reconstituer la vie incroyable du premier grand repenti de la mafia sicilienne. L'équipe du film est allée rencontrer les protagonistes de cette affaire, et notamment les magistrats. La rencontre avec Marco Bellocchio, mais aussi avec Favino, l'interprète de Buscetta, a été très intéressante. Ce qui m'a impressionné, c'est la préparation de Favino, et surtout sa diction. Ce mélange d'accent portugais et sicilien qu'il a réussi à prendre parfaitement. En fermant les yeux, je croyais entendre la voix de Buscetta. Stefano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. Quand Bellocchio a décidé de faire ce film, il est venu à Palerme. On a eu une longue conversation et il m'a posé beaucoup de questions. Je suis rentré chez moi avec la sensation qu'il ne savait pas grand-chose. 2 ou 3 mois plus tard, Bellocchio est revenu à Palerme. Et j'ai été très surpris par son professionnalisme. Ce n'était plus le même que lors de notre première rencontre. Il avait compris un tas de choses. Ce genre de film, pour moi, doit partir de l'histoire. J'ai essayé jusqu'au bout de trouver des informations sur ce qu'a dit ou fait Buscetta. Je les ai intégrés en respectant la dramaturgie du film. Naturellement, il y a toute une série d'espaces secrets que nous avons dû remplir, combler, inventer. Toute la dimension privée. Et à partir du moment où on a une structure, une architecture forte et globalement vraie, moi, à l'intérieur de ce cadre, un peu comme dans tous mes films, j'essaie d'évoluer librement. Le film nous plonge dans les années les plus noires de la Sicile. Au début des années 80, les Corléonais veulent mettre la main sur le trafic d'héroïne. L'ascension de leur chef, Totorina, dit le Fauve, à la tête de Cosa Nostra, se fait dans la violence et les règlements de compte. C'est le bain de sang à Palerme. La guerre des mafias fera en quelques mois plus de 1000 morts, dont des femmes et des enfants. Les tueurs couraient d'un bout à l'autre de la ville. Ils tuaient d'autres mafieux. Mais de temps en temps, ils tuaient aussi des pauvres innocents. Et surtout des représentants des autres institutions.
un magistrat, un enquêteur ou un homme politique. Cette ville était donc terrorisée par ces personnes armées qui tuaient à l'aube, qui laissaient les morts ligotés dans les voitures, continuaient à extorquer de l'argent aux commerçants et aux entrepreneurs. En gros, c'était une ville entièrement otage de Cosa Nostra. Ma che stai cancendo? Passa a mia moglie. Pronto? Masino, caso. Masino. Che sta succedendo? Masino. Lo chiamai sta calò. Concetto che chiamavo per non mi risponde mai. Masino a venire in casa subito. Sono i nostri figli, sono i tuoi figli. Guerriero, capisci? Tous ceux qui appartenaient aux familles, qui refusaient de se soumettre aux Corléonais, étaient tués. Buscetta appartenait à une de ces familles. Des écoutes téléphoniques nous ont confirmé qu'il avait essayé de l'assassiner au Brésil. Ayant échoué, ils ont tué 2 de ses fils, qui n'avaient rien à voir avec la mafia, le mari de sa fille, un de ses frères, le fils d'un de ses frères et le mari d'une de ses sœurs. Ils les ont tous tués pour punir Buscetta qu'ils n'avaient pas réussi à éliminer. Tutto il film. Le film montre un certain nombre d'homicides, mais tous sont expédiés très rapidement. Je pensais qu'il n'était pas nécessaire de perdre du temps avec ça. Et c'est ainsi que tue la mafia, de manière expéditive, sans préliminaire. Le grand Sergio Leone aurait mis 5 minutes avant un assassinat. Non, ici c'est un autre style. On a inséré des chiffres pour 2 raisons. D'abord, pour donner la sensation du nombre, de ce qu'a été cette période où mouraient 10 personnes par jour. On n'avait jamais vu ça. Et ensuite, c'était aussi pour dire, OK, Buscetta est au Brésil, mais en Italie, la guerre se poursuit. Et donc le compteur continuait de tourner, même si lui était parti. Une grande partie du film a été tournée à Palerme. Utiliser des décors réels pour des scènes sensibles n'était pas sans risque. Quand on a tourné la scène de l'attentat contre Contorno, le mafieux qui s'en sort, nous l'avons filmé dans la rue de Palerme où ça s'est passé, qui est encore une zone un peu dangereuse. À la fin de la journée, on m'appelle et on me demande de venir parce qu'un homme veut me parler. Cet homme me dit « Vous racontez une histoire que mon père a vécue. Mon père connaissait Buscetta, alors ça ne va pas. » Un discours étrange que je n'ai pas bien compris. Mais il insinuait que quelque chose ne lui plaisait pas. Il m'a dit « Ça va pour aujourd'hui, mais on se reverra. » Heureusement, c'était le dernier jour de tournage à Palerme. Après, on est rentré à Rome. Marco Bellocchio filme les gangsters de manière réaliste, avec distance. Le cinéaste offre ainsi une image démystifiée de la mafia, à l'opposé de la représentation romantique habituelle des réalisateurs italo-américains spécialistes du genre, comme Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola. Le danger quand on parle de ce monde-là, c'est d'en donner une vision glamour. Il y a toujours un risque qu'en sortant de la salle de cinéma, tu veuilles avoir un peu de ce pouvoir. Alors que cette mafia, c'est un groupe de paysans, très intelligents, très rusés, très puissants.
La manière dont Marco les décrit, je trouve ça très beau. On sent chez eux la terre. On sent l'ignorance. On sent l'arrogance. La violence commence avec le comportement qu'ils ont entre eux. C'est un monde qui fascine. Mais quand le film se termine, on n'a aucune envie d'être l'un d'entre eux. Et ça, c'est très important. Marco Bellocchio, cinéaste engagé et provocateur, est l'un des observateurs les plus critiques de la société italienne. Dans sa longue filmographie, entamée en 1967, le réalisateur du sulfureux Diablo Cor s'est attaqué au pouvoir écrasant de l'Église en Italie, au terrorisme des Brigades Rouges, à la connivence entre grande presse et milieux politiques, ou encore à l'histoire du fascisme. Ces 14 derniers films ont été montés par Francesca, sa femme. Il me semble que ces films sont toujours en prise directe avec ce que nous raconte le monde. Je ne le sens pas immobile. Marco est toujours en mouvement. Mon rapport avec Marco, je n'arrive pas à le démêler. Il est à la fois professionnel et privé. Le travail est une partie intégrante et très importante de notre relation. Elle est née et évolue avec les films. Nous sommes très liés, aussi par le travail. Marco a un rapport particulier avec le montage. Au début, il a beaucoup de mal à s'y mettre, à entrer dans cette phase. Parce que lui, c'est un homme de terrain. Il aime le tournage. Mais ensuite, une fois qu'il a commencé, il est vraiment très créatif, très réceptif. Ce n'est pas un réalisateur qui est attaché à chaque plan qu'il a tourné. Non, pour lui, il faut que ce soit utile. Il a vraiment cette capacité à faire des choix. Ok, ça ne sert à rien. Allez, on vire. Fica aqui. Calma. Calma. Vou colocar no chão, calma. Tommaso Buscetta est arrêté en 1983 au Brésil pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. Para surpresa geral dos fotógrafos, sem dizer nenhuma palavra. Pela expressão do senhor dando risada numa hora dessa, parece que o senhor está bastante tranquilo. Ou seja, as acusações não procedem, o que é que acontece? Avant que Buscetta collabore, les Brésiliens voulaient le faire parler, alors ils l'ont torturé. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. J'ai aimé le film, parce que je connaissais déjà certaines choses. Quand on voit Buscetta dans l'hélicoptère, qui lui arrache les ongles, et qu'ils font semblant de jeter Cristina à la mer, Buscetta me l'avait déjà raconté. Ça s'est passé comme ça, c'est vrai. C'est le célèbre juge Giovanni Falcone qui est chargé du dossier Buscetta. À 44 ans, ce magistrat palermitain fait partie du pool anti-mafia tout récemment créé. En centralisant toutes les enquêtes sur Cosa Nostra, cette unité s'est vite révélée d'une redoutable efficacité. Falcone est tout de suite parti au Brésil. Il y est allé seul pour interroger un mafieux qui avait été arrêté, comme ça se passait à chaque fois.
Mais personne n'imaginait que Buscetta allait collaborer avec la justice. Il ne faut jamais oublier qu'il a décidé de parler, non pas parce qu'il a tout à coup pensé que la justice devait triompher sur la mafia. Pas du tout. Il a décidé de collaborer pour assouvir sa vengeance. Occhiali scuri, aria distaccata e le manette nascoste da una coperta, così è arrivato all'aeroporto di Fiumicino il boss mafioso Tommaso Buscetta. Il boss mafioso, prima di partire, aveva tentato il suicidio. Un momento di debolezza o la convinzione che stavolta difficilmente sarebbe riuscito a tornare in libertà. Je m'amuse un peu à faire, à dessiner un peu. Par exemple, ça c'est une image de Buscetta qui est en train de sortir de l'avion, qui l'amène de Rio en Italie, où va commencer à collaborer avec le juge Falcone. Ici, ça c'est une image qui n'a pas été tournée pendant le film. Une fusillade fictive contre Buscetta qui imagine que des mafieux lui tirent dessus quand il descend de l'avion. Lì all'aeroporto gli avessero sparato contro. Au début, je voulais être peintre. Donc la peinture, le dessin, c'est plus naturel pour moi que l'écriture. Après, je suis obligé d'écrire, mais c'est un travail. Alors qu'en dessinant, je m'amuse. Le dessin me suggère des images que je transpose ensuite quand je tourne la scène. Je peignais quand j'avais 20 ans. Et puis j'ai abandonné. J'aimais être acteur, faire l'acteur. Alors je suis venu à Rome passer le concours d'entrée au Centre expérimental de la cinématographie. Comme acteur. J'ai changé de voix par la suite car je suis incapable de réaliser et de jouer en même temps, comme le fait Nanni Moretti. L'un des moments déterminants de l'histoire de Buscetta est son audition par le juge Falcone. Une succession d'entretiens et de révélations qui vont changer le destin de ces deux hommes, désormais les principaux ennemis de la mafia. Bene. Iniziamo? Non sono un pentito. Ci hai ripensato? E confesso che sono un po' sorpreso, credevo che volesse collaborare con la giustizia, che fossimo qui per questo. Non sono uno spione, non sono un infame. Sono stato un uomo d'onore e sono pronto a pagare il mio debito con la giustizia. E questo è vero, è storicamente vero. C'est historiquement vrai. Il a mis longtemps avant de parler. Raconter tout ça à un juge, le pire ennemi, ce n'est pas juste un risque, c'est vraiment un saut, un passage incroyablement déchirant pour un mafieux. Interpréter Giovanni Falcone quand on est sicilien, et d'autant plus quand on est palermitain, c'était une grande responsabilité pour moi. Parce que Falcone est un héros irréprochable. Quand Marco Bellocchio m'a choisi pour interpréter ce rôle, il n'était certainement pas intéressé par la ressemblance physique. Ce qui l'intéressait, c'était de restituer quelque chose de son humanité, et sûrement de son regard, de ses yeux. Il m'a dit, tu dois chercher la simplicité.
Tu dois te sentir libre. Pas de fioritures. Aucun narcissisme possible. Tre famiglie formano un mandamento con il suo capomandamento. E al vertice di questa piramide, al punto più alto, c'è la commissione, con il suo capocommissione che viene eletto da tutti i soldati di tutte le famiglie. Io ho giurato fedeltà a Cosa Nostra, quella antica, più di 40 anni fa. Ero bambino. Lui non rinnegò mai. Il n'a jamais renié son appartenance à la mafia. Il l'a même revendiqué. Il a dit qu'il était toujours resté fidèle au code mafieux. Dans le code de la mafia, il n'est pas prévu de tuer des magistrats, des policiers, des hommes politiques. En fait, ça n'était jamais arrivé. Donc, il accusait Rina, Provenzano et tous les Corleone qui avaient choisi cette voie d'être ceux qui avaient trahi la mafia, alors que lui y était resté fidèle. Personne ne savait rien de Cosa Nostra jusqu'au début des années 80. Personne ne savait rien de la mafia. Buscetta était un livre ouvert, une encyclopédie sur les secrets de Cosa Nostra, sur les secrets de la mafia, des relations inavouables qu'elle avait réussi à tisser avec le monde politique et économique. Les déclarations de Buscetta ont été un tremblement de terre pour Cosa Nostra. Pourquoi est-ce qu'il se repent avec Falcone? Parce que pour la première fois, il a devant lui un magistrat italien qui veut combattre la mafia. Tous les magistrats qu'il avait connus dans sa vie, dans sa carrière, étaient des magistrats que la mafia, pour la plupart, corrompait, apeurait, intimidait. Et il savait qu'ils n'auraient jamais vraiment fait leur travail. Sans Falcone, il n'y aurait pas eu de Buscetta, mais il n'y aurait pas eu de Buscetta sans Falcone. Si on ne comprend pas ce lien, on ne comprend rien de toute cette histoire de la mafia. Le prove arriveranno. Nessuno si immaginava che lei collaborasse con un giudice, lo sta facendo. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Continuiamo. Da questo. Questo è Bagarella Leoluca. Ha ucciso lui personalmente Boris e Giuliano. E questo è il Papa, Michele Greco. La déposition de Buscetta permet au pôle anti-mafia d'arrêter près de 600 mafieux et de préparer un procès historique baptisé le Maxi-procès. Il débute le 10 février 1986. Un tribunal collé à la prison de Palerme, est construit spécialement pour l'occasion. Des moyens exceptionnels sont mis en place pour ce procès hors norme. Salvatore Cusimano, à l'époque jeune journaliste, couvre l'événement pour la télévision italienne. La mafia avait habitué ce pays à des attaques militaires capables de neutraliser n'importe quelle tentative de défense. Il était donc important de construire une structure complètement blindée, sûre, qui puisse résister à des attaques de Kalachnikov ou d'armes plus lourdes. Ils ont construit un vrai bunker militaire. C'était une ville assiégée, avec des hélicoptères dans le ciel qui contrôlaient les principales voies d'accès, des blindés d'un bout à l'autre de la rue, des centaines de militaires armés, comme si on était en guerre. Imputato Badalamenti Emanuele non presente, imputato Bagarella Calogero latitante, imputato Bagarella Leoluca latitante, imputato Brusca Giovanni non presente, imputato Buscetta Tommaso non presente, imputato Calamia Giuseppe presente, imputato
Calista, Gaetano presente, imputato Calò Giuseppe presente, imputato Contorno Antonino presente, imputato Contorno Salvatore non presente, imputato Enna Vittorio Presidente, presente. l'imputato si è cucito la bocca con ago e filo. Ma chi? Chi? Salvatore Ercolano si è cucito la bocca con ago et filo. Signor Presidente! Notre chance, c'est qu'en Italie, on ne touche jamais à rien. Donc le tribunal est resté tel quel depuis les années 80. On avait un plateau magnifique, un décor magnifique. Nous n'avons eu aucun problème particulier, hormis quelques anecdotes amusantes. Lors du premier jour de tournage, il y avait environ 400 figurants, tous de Palerme. On m'appelle. On me dit de venir tout de suite sur le plateau parce qu'il y a un problème. Vu qu'on tournait dans un tribunal, la police avait vérifié toutes les cartes d'identité. Et parmi les figurants, ils ont vu qu'il y avait 40 repris de justice. Donc on nous refusait l'accès. Je vais au commissariat, je leur dis « Allez, fermez les yeux, s'il vous plaît, à l'italienne, quoi. » Ils ont sans doute commis juste des petits vols. La police prend un nom au hasard et me dit « Regardez, celui-ci est accusé d'homicide, lui de trafic international. » Bon, là, on a compris que c'était pas de la rigolade. Alors, ici, siégeait la Cour. Le président, les juges assesseurs et les 6 jurés populaires. Alduino Francesco. Là, ce sont les bancs des avocats. Avvocato Enzo Fragala. Ici, les cages. Le mot est affreux, mais bon, ce sont des cages qui contenaient les prévenus. Mario Vittorio. Libero del presente. Ici, c'était la place du procureur. C'est là que j'étais assis. Io spero che noi accusando abbiamo in fondo difeso. Ces procès-verbaux sont les premières déclarations de Buscetta à Falcone, pendant la phase de l'instruction du procès. C'est le cœur du procès. Ce sont les déclarations capitales de ce collaborateur de justice. Elles sont très détaillées, très précises, et recueillies avec beaucoup d'attention par Falcone. Il y a 400 pages. Tout est écrit par Giovanni Falcone, en personne. C'est signé Giovanni Falcone. Nier qu'on éprouvait de la peur serait un mensonge. Le problème, ce n'est pas d'avoir peur, c'est de ne pas y céder. Mais je sais ce que c'est. Je l'ai appris à ce moment-là. Face à la cour, 360 dangereux criminels parmi lesquels des figures de Cosa Nostra, comme Michele Greco, Luciano Leggio ou Pippo Callo. 119 autres accusés sont toujours en cavale, dont Toto Riina, le parrain des parrains. Mais pour la première fois, la mafia va devoir répondre de ses crimes. Buscetta, quand il collabore, il me dénonce en tant que mafieux. Il y a eu 5 ou 6 mandats d'arrêt contre moi. J'étais dans le groupe des méchants, disons. Mais dans les cages, nous, on pensait que ça allait bien se passer. Même si j'étais accusé de trafic de drogue et d'association de malfaiteurs, je pensais que les magistrats allaient tout arranger. Comme d'habitude. Les mafieux feront tout pour perturber le procès qui prend rapidement des airs de commedia dell'arte. Pendant le procès, il y a eu celui qui se déshabille, celui qui fait semblant, qui se jette à terre et fait croire à une crise d'épilepsie, celui qui s'est cousu la bouche. Ce sont des scènes réelles qui ont vraiment eu lieu, mais représentées de manière peut-être pas comique, mais grotesque. Signor Presidente, si avvicini all'interfono. Mi scusi signor Presidente, ma accuso un certo nervosismo dovuto al fatto di avere sempre tutti gli occhi puntati addosso, da stamattina, sia davanti sia dietro. È più in quella chiave lì. La clé de lecture, c'est la théâtralité, qui d'ailleurs est une dimension qui m'appartient beaucoup. Mes influences, c'est l'opéra, la grande musique du XVIIIe siècle, que la mafia aimait beaucoup,
Comme Coppola d'ailleurs. Ce n'est pas un hasard si au moment du verdict, il y a le morceau du Va Pensiero de Giuseppe Verdi. Au maxi-procès, Marco s'est amusé comme un fou, parce qu'il avait un théâtre à sa disposition avec tous ses figurants. C'est génial de travailler avec lui, ce n'est jamais banal. Il exige beaucoup de lui-même, donc il nous pousse à beaucoup donner aussi. Vi ricordo che non potete fotografare l'imputato con il flash, né chiamarlo per nome. Tommaso Buscetta est entré par cette porte, au fond de la salle. Il est entré sereinement, avec son visage imperturbable, ses cheveux bien coiffés, en costume. Il avait une élégance naturelle qu'aucun mafieux n'avait. Quand il est entré, il y a eu dans la salle un vrai silence de mort, qu'on pouvait couper au couteau. On a alors tous compris que c'était un homme qui jouissait encore d'un réel prestige et que tous redoutaient ses déclarations. Buscetta détenait tous leurs secrets. Il savait à quelle famille ils appartenaient, quels crimes ils avaient commis, quelles alliances ils avaient faites. Donc, les mafieux avaient compris qu'ils étaient foutus. Pour contrer Tommaso Buscetta, les avocats de la mafia demandent une confrontation avec Pippo Calò, l'ancien chef et meilleur ami du repenti. Ora, quanto tutto quello che stai raccontando, tu e io ne abbiamo parlato. Tu e me, con me. Tu e io. Sei sempre continua ad essere la legata. Continua ad essere sempre lo stesso. Con le tue mani l'hai fatto. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'après ça, les avocats des autres accusés se sont levés pour déclarer qu'ils renonçaient aux confrontations. Alors j'ai dit à mon collègue, « Votre honneur, c'est impossible qu'on perde ce procès. » Là, on a compris que l'issue serait favorable. Au bout de presque 2 ans de procès, le verdict tombe. Prison à perpétuité pour les principaux parrains et 2600 années de prison réparties entre les autres condamnés. J'ai pris 18 ans en première instance et finalement 16 ans en appel. J'ai revu Buscetta quand je me suis à mon tour repenti en 1991. Le maxi-procès marque une victoire inédite de la lutte anti-mafia sur la pieuvre. Ivre de rage, Totorina, le chef de Cosa Nostra, prépare une vengeance contre le juge Falcone qui va secouer toute l'Italie. Je ne voulais pas faire un truc à l'américaine. Je ne voulais pas filmer une grosse explosion. Alors, on a eu l'idée de montrer l'attentat depuis l'intérieur de la voiture de Falcone. Naturellement, pour faire ça, l'image a été élaborée grâce à des techniques numériques. Ce qui me plaisait, c'était que la caméra ait l'air d'être à l'intérieur du véhicule qui sautait, et puis retombait sur l'asphalte. Le plus impressionnant pour moi, c'est que je savais que j'avais la caméra dans le dos. Alors d'un côté,
J'avais la sensation de devoir raconter quelque chose avec la nuque et les épaules. Et d'un autre côté, ma nuque, mes épaules, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Les épaules d'un homme racontent beaucoup de choses sur sa vie. 500 kilos d'explosifs dissimulés sur la route de l'aéroport de Palerme. Le juge Falcone, sa femme et ses 3 gardes du corps sont tués sur le coup, le 23 mai 1992. Je me souviens parfaitement du jour de l'attentat de Capaci. Je me souviens que mes parents venaient de passer sur ce bout d'autoroute. Je me souviens que j'étudiais, je préparais le bac, et qu'à ce moment-là, j'ai tout arrêté. Je pense que pour nous tous, les Palermitains, pour toute la société civile palermitaine, cette journée a été un jour de ténèbres. Comme si tout à coup, on nous avait volé notre futur. 57 jours après l'assassinat du juge Falcone, c'est son collègue, le juge Borsellino, qui est tué lui aussi dans un attentat. Totorina, le commanditaire de ces meurtres, de ceux de la famille de Buscetta et de centaines d'autres, est finalement arrêté en janvier 1993, après plus de 20 ans de cavale. Io pensavo alle donne, è vero. Tu andavi a letto sempre e solo con tua moglie perché tutto il tuo tempo era per Cosa Nostra, per essere la star, il capo dei capi. E adesso stai chiuso dentro una gabbia e ci resterai tutta la vita. Rina, si diverte? Allora ci dica perché si diverte. Non commento. L'ho trovato ben fatto. J'ai trouvé le film bien fait. Mais nous sommes des magistrats, et Bellocchio est un réalisateur qui fait un film. C'est clair que la vision de Buscetta que nous donne Bellocchio est un peu romancée. Buscetta apparaît presque comme le héros des deux mondes. Et ça, dans ma logique de magistrat. Mais dans ma logique de spectateur de film, ça me va très bien. Sicuramente c'è Il y a sans doute une forme de sympathie, mais dans le film, j'ai toujours été, non pas préoccupé, mais j'ai voulu souligner que Buscetta n'est pas un héros. Je ne voulais pas le décrire comme un héros. Et d'ailleurs, dans la dernière scène, on découvre Buscetta plus jeune, qui dans le passé a tué de sang-froid un homme condamné à mort par la mafia. Nous rappelons ainsi au public qu'il a été un assassin, quelqu'un qui a commis des crimes très graves. Je crois que voir un film sur un criminel pour qui on peut éprouver une certaine empathie fait s'interroger. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'aurais fait? Et on s'éloigne du cliché du méchant, qui est méchant tout le temps, et qui n'a rien à voir avec nous. Mais s'il y a une personne que j'admire, et que je continuerai à admirer en tant qu'Italien, c'est Giovanni Falcone. Ce ne sera jamais Tommaso Buscetta. Tommaso Buscetta continuera de révéler d'autres secrets sur la mafia et collaborera même avec le FBI. Il passera la fin de sa vie aux États-Unis avec une nouvelle identité et un nouveau visage grâce au système de protection des témoins. Traqué jusqu'au bout par la mafia, il meurt finalement d'un cancer le 2 avril 2000, à l'âge de 72 ans. Le journaliste Saverio Lodato l'a rencontré quelques mois avant sa mort. Il a écrit avec lui un livre testament intitulé « La mafia a gagné ».
Quand je l'ai rencontré, il ne regrettait pas d'avoir parlé, il en était très fier. Mais il était très amer que son repentir n'ait pas été suffisant. 20 ans après, on ne peut pas dire que la mafia a été battue. Mais où est-ce que la mafia a vraiment gagné? Elle a gagné dans son rapport avec la politique. Aujourd'hui, aucun parti ne parle plus de lutte contre la mafia. En Italie, c'est clair, on peut continuer d'arrêter des mafieux à l'infini, mais il ne faut jamais viser plus haut. On ne touche pas au rapport entre la mafia et la politique. Le Traître a été un succès en Italie. Aujourd'hui, Marco Bellocchio continue de s'intéresser aux périodes sanglantes de son pays. Il tourne actuellement sa première série sur l'assassinat de l'homme politique Aldo Moro par les Brigades Rouges, sujet qu'il avait déjà traité dans un long métrage en 2003. Le réalisateur de 81 ans serait-il prêt à continuer son travail sur la mafia? Un autre film? Eh bien, le temps m'est compté. J'ai quand même un certain âge. Non, pour l'instant, je n'ai pas prévu de faire la suite du Traître. Mais qui sait?